Salut à tous, c'est Kachidoki pour le site lesimprimantes3d.fr. Aujourd'hui, on va parler de la Prusa Core One L. Suivez-moi dans cette vidéo, je vous raconte ce que ça donne. Et la voilà. Voici la Prusa Core One L. En gros, c'est une Core One Plus qui a doublé de volume. Et pourtant, elle ne prend pas beaucoup plus de place sur le bureau. Je la teste depuis plusieurs semaines, je lui ai fait manger à peu près tout ce que j'avais en stock. Du PLA, pas mal d'ASA, jusqu'au nylon chargé carbone. Un coup d'œil rapide sur les specs. Je vous mets le tableau à l'écran. Le volume fait 300 par 300 par 330 mm. Le plateau tape 120 degrés. La chambre jusqu'à 60. Le Nextruder qu'on connaît bien. Et toute la connectique habituelle. Wi-Fi, NFC, RJ45, même du JPAO. Mais cette fois, la caméra et l'accéléromètre sont embarqués de série. On n'a plus à les rajouter. Pour le multicouleur, le MMU3 peut s'adapter et l'index arrive normalement dans l'année. En clair, c'est pas vraiment une remplaçante de la OnePlus, c'est plutôt sa grande sœur qui vient compléter la gamme. Si vous avez déjà une Prusa récente, vous êtes comme à la maison, même firmware, même interface, même Nextruder. Les bus peuvent passer d'une machine à l'autre entre les MK4S, Core One Plus, XL, tout est interchangeable. Le Core XY est le même, juste en plus grand. Parmi les petits changements, il y a les panneaux qui passent en alu, donc c'est plus léger malgré la taille. On a aussi le panneau du dessus qui se clipse maintenant sans outil, ça c'est cool. Et surtout, il y a un tout nouveau plateau AC. On va en parler dans 2 minutes parce que c'est vraiment le gros morceau. Mais d'abord, il faut déballer la bête. C'est du classique Prusa, le colis est robuste, la machine bien protégée malgré quelques accros sur le carton extérieur. Pour les instructions de déballage, si on n'est pas très sûr, on peut scanner le QR code qui nous amène sur une vidéo. Sinon, on peut tout simplement suivre les étapes qui sont inscrites sur les cartons. D'ailleurs, dès le départ, on a un résumé des grandes étapes pour sortir la machine du carton. On va retrouver ces instructions tout le long du déballage. Alors on commence par couper le scotch, ça va de soi, et ensuite, oh, le fameux paquet de Haribo qu'on adore. Pour le contenu, je vous le fais en accéléré histoire que la vidéo prenne pas des plombes, mais franchement c'est plié en 10 minutes. Donc on a un support de bobine, la caméra Buddy 3D, un petit kit d'entretien, le ticket de contrôle production, un kit d'outillage, le cordon d'alimentation, un manuel sur l'impression 3D que je recommande à tout le monde, débutant ou pas, il y a plein de bonnes choses dedans. Ensuite, on a une lettre de remerciement, un papier indiquant de mettre à jour la machine à la première mise sous tension, le paquet de Haribo, une plaque d'impression satinée et une buse renforcée. Ensuite, on retrouve la première instruction qui est de retirer le premier étage avec les mousses. C'est quand même vachement bien protégé. Puis on a encore de nouvelles instructions. Ah, flûte, elles sont à l'envers. Oh wait, c'est quoi ça? Ok, on vient de trouver la clé USB qui a décidé d'explorer le carton. Allez, on poursuit, je vous montre les instructions à l'endroit, il suffit de préparer des poignées, et là, essayez quand même d'être 2 pour la sortir du carton. C'est pas énorme, mais c'est pas léger non plus. Ça serait dommage de se faire un tour de rein avant même d'avoir pu l'essayer. Du coup, on a une poupée russe, donc on recommence avec le découpage du scotch. Ah zut, encore à l'envers, je vous la retourne. Bon, là, on a encore des instructions, faut sortir la bobine, 1 kg de PLA Prusa Galaxy Black. Ensuite, on a une poignée... Attends. Oui, j'ai sauté une étape, faut basculer l'engin sur le côté, ou plutôt le mettre debout et le sortir à l'aide de la poignée orange. Ok, on a une grosse mousse qui protège la porte incassable. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ne pas nettoyer les panneaux transparents avec de l'IPA. Utilisez uniquement du nettoyant sans alcool ou de l'eau savonneuse. Ok, merci de la recommandation. Perso, je colle ça dans le logement bobine, comme ça j'ai un rappel de temps en temps. Allez, il est temps d'enlever ce film. Maintenant, on peut retirer les cartons de calage. Bien calés d'ailleurs. Ensuite, on coupe les colliers de maintien de l'écran pour le sortir. On dégage la mousse pour se faire de la place. D'ailleurs, pensez à ranger les emballages dans le carton au fur et à mesure, sinon vous allez rapidement encombrer votre espace de travail. L'écran, c'est assez simple. On retire les capuchons aux extrémités, on repousse un peu les câbles en veillant à ne pas les pincer. On enfile un côté puis on glisse l'autre. C'est magnétique, il n'y a rien de plus à faire. Donc on passe aux 3 vis du plateau qui sont indiquées par les languettes. Ensuite, on a le support de bobine. C'est une baïonnette, il y a juste un joint à enfiler, puis tourner fermement d'un quart de tour et c'est installé. L'étape suivante, c'est la caméra. On n'oublie pas de retirer le capuchon de l'objectif, sinon on va rien voir. On branche le câble USB, puis on vient mettre en place dans le coin. Ça aussi c'est magnétique, ça se place tout seul. Dernière étape avant l'allumage, installer le plateau PEI. C'est très simple, mais gaffe aux aimants qui sont très puissants. Allez, on est prêt? 3, 2, 1, allumage. Tada! Happy printing! Tout est calibré en usine, il n'y a littéralement rien à faire. On choisit la langue, on met le Wi-Fi si on veut, et on peut lancer une impression directe.
Pour les premiers prints, j'ai commencé soft avec une bricole qui était sur la clé USB, puis j'ai attaqué tout de suite les choses sérieuses, des prints grand format. J'ai commencé direct avec un vase de 33 cm en mode spirale, une Vénus de Milo également à fond sur la hauteur, et puis je me suis un peu lâché avec un Dark Vador en 2 parties. Parce que oui, même avec 30 ou 33 cm de côté, il arrive toujours un moment où l'imprimante est trop petite, ou le projet trop gros selon votre point de vue. Le résultat est vraiment pas mal, sachant que j'ai absolument rien réglé. J'ai juste déballé, allumé et imprimé direct, et voilà le résultat. La régularité est au top, et honnêtement c'est super excitant de voir une pièce de cette taille sortir d'un seul bloc et aussi vite. Côté logiciel, on est sur l'écosystème Prusa. Prusa Slicer, vous le connaissez, c'est gratuit et open source. Il évolue tout le temps et sert de base à de nombreux autres slicers comme Orca Slicer, Bamboo Studio, Kiddy Studio, etc. Prusa Connect permet de tout piloter à distance, y compris depuis un smartphone. EasyPrint, c'est pour ceux qui veulent trancher vite fait depuis un navigateur sans rien installer, genre dans le train. Et Printables, qui s'intègre dans tout ça. En gros, ça veut dire qu'on peut trouver un modèle, le trancher et le balancer sur la machine sans toucher un G-code. C'est du click to print, et ça marche plutôt bien. De l'extérieur, c'est un gros cube noir et orange, tout ce qu'il y a de plus classique sur ce type d'imprimante Core XY. On a un châssis en acier, une carrosserie en alu, des vitres en plexi, des poignées de transport. On sent que c'est costaud, la machine est bien rigide lorsqu'on la déplace. Derrière, on a le RJ45, le Wi-Fi, le NFC et l'USB-C pour la connexion à un PC. L'USB-C qui sert à alimenter la caméra est à l'intérieur maintenant. Et là, vous le voyez venir? Je râle là-dessus depuis longtemps. Oui, le bouton d'alimentation est toujours situé à l'arrière. Oui, il est coincé en plein milieu et oui, il n'y a pas de mode veille sur cette machine, ce qui fait qu'on est obligé de l'éteindre complètement par un moyen quelconque. Personnellement, j'utilise une prise connectée. Prusa nous avait déjà fait le coup sur la XL et la One Plus. Eh ben ça a pas loupé, c'est vraiment pénible sur la One L. Elle est encore plus grosse donc le bouton est encore plus galère à atteindre. Sauf si vous avez un deuxième coude peut-être. Alors maintenant on arrive au vrai sujet de cette machine, le plateau. Cette fois c'est du AC, compatible 110 ou 230 volts, avec une épaisse plaque d'alu pour l'inertie, un pas de silicone en dessous et 2 ventilos de convection qui poussent la chaleur dans la chambre. En gros, c'est le plateau qui chauffe tout. Il y a une régulation qui gère la température de la chambre en pompant les calories du plateau. C'est un système assez intelligent qui consomme peu, et ça marche plutôt bien. Le plateau monte à 120 degrés en 5 minutes, et la chambre suit tranquillement jusqu'à 60 degrés. C'est pas le plus rapide du marché, mais c'est suffisant et surtout bien mieux que la OnePlus. Et les aimants, alors eux ils sont costauds. On peut carrément empiler une deuxième plaque PEI, genre celle d'une MK4 pour dépanner, et ça tient. Bon, j'avoue c'est de la fainéantise, ne faites pas ça, retirez la plaque avant d'en mettre une autre. En tout cas, ce nouveau plateau AC signe la fin des MK52 qui nous suivent depuis des années, et franchement, on sent la différence sur le comportement global de la machine. Pour la mécanique, on hérite de ce qui est fait sur la OnePlus, qui elle-même a hérité des pièces de la MK4S, notamment les rails linéaires et les douilles à billes. Il y a maintenant un anti-wobble sur les 3 Z, alors forcément cet héritage historique fait que certains choix techniques sont discutables. On a également le phase stepping et l'input shaper qui se calibrent en un clic grâce à l'accéléromètre intégré. Ça c'est top car on n'a plus envie de sauter cette étape et la machine devient super silencieuse après ça. L'AC controller box à l'arrière, c'est bien plus qu'une alim. Il y a un triac, un relais de sécurité, un différentiel RCD, une surveillance du secteur en continu. C'est assez impressionnant d'avoir mis autant de sécurité. Ça montre le sérieux de Prusa, ils n'ont pas juste branché le plateau AC sur le secteur et basta. Ils ont vraiment cherché à protéger l'utilisateur au lieu de juste faire confiance aux protections de votre tableau électrique, c'est rassurant. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu agacé. Elle supporte pas du tout les onduleurs offline, je l'ai branché sur un Eaton d'entrée de gamme et paf, écran rouge avec bip d'alarme stressant et tout quand j'ai arraché la prise. Et surtout aucune possibilité de reprise. Quand t'as une impression de 35 heures en cours, c'est moyen. Surtout que c'est une grande machine, donc des longues impressions, elle va en faire un paquet. La caméra Buddy 3D, bon, comment dire, elle est de série maintenant, oui, ça c'est bien. Mais en vrai c'est une autre histoire, il y a quand même plus de points négatifs que positifs. Elle est juste branchée en USB-C pour l'alimentation, elle cause pas avec la machine, ça encore pourquoi pas. Mais pour récupérer les photos, faut sortir la micro SD qui est pas facilement accessible. Le cadrage coupe tout le coin arrière droit du plateau. Sur une machine de ce volume où on surveille particulièrement le début des grandes impressions, c'est frustrant. Et alors le pompon, la grille d'aération tape contre le corps de la caméra quand elle se ferme, sur un accessoire livré de série. Sérieux quoi? Prusa, vous nous avez habitués à mieux. J'ai fini par remodéliser la pièce moi-même à partir des steps que Prusa a publiés. Ça marche, mais bon, j'aurais pas dû avoir à faire ça. Je suis un peu déçu pour le coup. J'ai sorti la caméra thermique et rempli quelques tableaux pour comparer avec la Core OnePlus et le résultat est sans appel.
La chambre monte plus vite, plus haut, jusqu'à 11 degrés d'avance, et le plateau touche ses 120 degrés en 5 minutes chrono. En refroidissement, elle descend plus lentement, c'est un bon point pour l'ASA, mais un peu pénible en PLA quand tu veux décoller ta pièce vite fait. Concernant les VFA, c'était le gros sujet de la première Core One que j'ai testée. Du coup, pour la One L, j'ai retesté avec du PETG noir brillant, le pire cas possible. En profil structural, ça se devine encore un peu, mais en profil speed, je sais c'est pas évident comme ça, y a plus rien. Prusa a bossé et ça se voit, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà très bien. Pour les filaments, je lui ai fait avaler de tout. Le PETG, rien à signaler, ça sort nickel. Le TPU 95A, ça passe comme du PLA une fois le capteur recalibré. Le 85A, c'est plus sport, faut débrayer le capteur latéral et guider le fil à la main, mais une fois que c'est chargé, le Nextruder arrive à le tirer correctement. Pour l'ASA, c'est là que l'enceinte fermée est obligatoire, et bien zéro stress. Ça imprime tout seul et le warping est quasi inexistant. Le PC chargé carbone, c'est une tuerie. Son rendu masque complètement les couches. Le PC ABS pur que j'ai en stock, par contre, il reste un peu capricieux. La température de la chambre est un poil juste pour lui. Et le nylon alors ? Je l'avais déjà testé sans succès sur la OnePlus parce que je n'avais pas la bonne plaque. Bon, j'en ai toujours pas d'adapté pour la One L, mais j'en ai un pour la OnePlus maintenant. Il a suffi de le poser dans le coin en bas à droite, je l'ai fait carrément par-dessus la grande, et j'ai testé du PA11CF ainsi que du PA12CF. Dans ces conditions, ça sort des pièces vraiment propres. Bon, c'est pas tout rose non plus. J'ai été confronté à deux soucis avec cette machine. Un cliquetis sur une poulie du Core XY qui apparaissait uniquement quand la chambre montait en température. J'ai contacté le SAV Prusa un dimanche midi, très sympa d'ailleurs le gars, et ils m'ont direct envoyé 6 poulies de rechange. C'est une bonne chose, même si sur une machine assemblée en usine, tu t'attends pas à ça. Surtout que ça nécessite un bon démontage en règle pour changer la poulie, mais au moins le SAV a assuré. L'autre problème que j'ai eu, c'est la collision entre la caméra et la grille d'aération. J'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Je note aussi que 2 fois, j'ai eu une première couche un peu mal écrasée sur des prints que j'ai lancés à distance. Je peux pas dire si la buse était parfaitement propre. Après, j'ai bidouillé pas mal sur la machine et ça ne s'est pas reproduit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus ? Le seul vrai accessoire, c'est le kit de filtration et pas officiel. Surtout si vous imprimez des matériaux techniques. D'ailleurs, je fais une petite aparté, je trouve que la One L sent mauvais lorsqu'on pousse le plateau à des températures élevées. Au début, je pensais que c'était les filaments qui puaient, mais j'ai rapidement vu que c'était pas la même odeur que sur la OnePlus. Je me suis dit que ça allait passer avec le temps, comme pour tous les appareils qui sentent le neuf. Bon, ça fait pas mal de semaines maintenant que je m'en sers, j'ai l'impression que ça sent moins, mais ça sent encore. Je me suis renseigné et apparemment je suis pas le seul. Bref, retour aux accessoires. On peut aussi acheter des plaques flexibles adaptées aux filaments qu'on utilise. Des buses pour le Nextruder qu'on peut partager avec le reste de la gamme, un adaptateur V6 pour ceux qui ont encore ces anciennes buses. Personnellement, j'ai 2 adaptateurs que je n'ai jamais utilisés parce que ça ramène la vieille contrainte des serrages à chaud. Enfin, on peut aussi mettre une hot-end haute température qui monte jusqu'à 400 degrés. Pour le multicouleur, petite douche froide. Il n'y aura pas de kit MMU3 dédié à la One L, ni même de kit d'adaptation. Au lieu de ça, Prusa fournit un guide pour adapter celui de la Core One Plus, c'est vraiment du bricolage, et ça c'est bien dommage. Mais enfin, le vrai truc qu'on attend, c'est l'index. Le fameux changeur d'outils que Bondtech a développé, Prusa a confirmé que l'index sera disponible pour la One L, mais ça on ne sait pas encore quand. D'ailleurs, d'après les rumeurs, il serait limité à 8 outils, comme sur la OnePlus, question de facilité. Attendons de voir ce qu'il en est vraiment de cette techno qui se fait attendre. Et enfin, le dernier accessoire est prévu spécialement pour les bidouilleurs, le GPIO Hackerboard. Alors, est-ce qu'il faut craquer ? Si vos pièces tiennent dans le volume de la Core OnePlus, franchement, restez sur la OnePlus. Elle est top, moins chère, et en plus c'est la seule à avoir le MMU3 officiel aujourd'hui. Cerise sur le gâteau, elle aura la primeur de l'index. Maintenant, si vous vous retrouvez régulièrement à découper vos pièces en morceaux ou à pester contre le volume trop petit, alors là oui, clairement, la Core One L change la donne. Son grand volume, sa chambre qui monte mieux et son plateau costaud, c'est que du bonheur. Sur cette machine, je regrette toujours le bouton planqué derrière, la caméra qui fait un peu gadget inachevé, et un prix qui la met clairement hors du grand public. Mais dans un atelier, dans un Fab Lab, ou simplement si vous êtes un maker exigeant avec le budget, c'est une machine qui assure. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on se retrouve sur le forum lesimprimantes3d.fr.